Bonjour à tous. Écoutez, déjà, merci de nous accueillir. Merci à Finance Innovation d'avoir organisé cet événement et à Cleva d'organiser cette table ronde. Donc, le sujet étant évolution des usages, privilégier une relation mixte ou 100% digitale. Pour échanger sur cette thématique, j'ai le plaisir d'être entouré par Paul Jourdier. Paul Jourdier, vous êtes directeur des opérations de Cleva Insurance Solutions. Et vous étiez précédemment directeur des opérations santé prévoyance chez Covea. Nous accueillons également Nofel Gouli. Nofel Gouli est directeur général délégué de BPCE Vie et également membre du comité de direction générale de BPCE Assurance. Et enfin, Sophie Dionnet, vous êtes général manager de la société Dataiku, société spécialisée dans la data science. Donc, pour introduire un peu le sujet derrière la question, évolution des usages, privilégier une relation adhérent mixte ou 100% digital. Un fait, la digitale a redessiné le mix canal, mais surtout, il a transformé la relation client. Il l'a transformé déjà dans un premier temps quantitativement. C'est-à-dire qu'on, grâce au digital, on a multiplié les occasions de contact, plus de 100% en moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assureur voit beaucoup plus, a beaucoup plus d'interactions avec son client. Mais alors, donc ça c'est l'aspect un peu quantitatif. Il faut dire aussi que derrière cet aspect quantitatif, il y a aussi une amélioration de la qualité de la relation, c'est-à-dire fluidifier la gestion du contrat. On essaye d'être, donc on assure plus de disponibilité. Et également, on essaye de faire oublier le processus, oublier l'administratif pour se recentrer sur la gestion du client. Mais la promesse va au-delà. Il s'agit de réincarner la relation client. Le digital le désincarne un petit peu. Il s'agit d'utiliser tous les outils qui sont à la disposition des acteurs pour réincarner dans une relation qui est très particulière. L'assureur intervient dans des situations qui sont personnelles, qui peuvent être graves, qui peuvent être sensibles en tout cas. Et il faut être capable de créer de l'empathie avec le client. La question est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réincarner cette relation, quels sont les outils à la disposition des acteurs de la relation client, gestionnaire, conseiller, commercial, pour créer cette empathie et alors on parle beaucoup de la data, on va en parler pendant cet échange, qui va permettre de personnaliser les échanges, d'apporter de nouvelles solutions aussi et d'essayer de s'adapter à la situation particulière que rencontre l'assuré. Ce champ d'exploration d'ailleurs transcende le simple chaîne de valeur de l'assurance, puisque on imagine et on voit aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui vont développer des services non assurantiels pour pouvoir accompagner le client, le bénéficiaire, l'assuré dans différents moments de vie. Et pour conclure sur une note, par contre, le digital a ses codes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a transféré finalement la relation client de l'agence physique au monde du digital, on se retrouve dans un monde qui est dominé par les géants du digital avec une comparaison qui s'impose aux assureurs entre finalement leur mode d'interaction avec le client versus ce que le client est habitué à voir des GAFA par exemple. Donc ça impose de rentrer dans ces codes ou en tout cas d'essayer de trouver sa spécificité, sachant que ces codes se caractérisent par une certaine instantanéité sur le domaine du digital versus un temps de l'assurance qui est plus long, puisque c'est le temps de l'anticipation, du prévisionnel, et c'est un temps, comme on le disait, où il peut y avoir des éléments plus sensibles à traiter qui nécessitent une prise en compte différente et une relation de confiance. Alors, peut-être pour commencer, Paul, on va peut-être démarrer pour se poser la question par rapport à la question qui est au centre de la table ronde. Comment vous voyez le nouveau mix digital? Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers une relation qui sera 100% digitale et donc du coup, dans ce cas-là, qui fait disparaître l'agence et l'agent? Alors, très personnellement, je ne pense pas qu'on arrivera à une relation 100% digitale sur le domaine de l'assurance. Ça, c'est en préambule. Maintenant, je vais un peu détailler. Ce qu'on peut voir, c'est depuis quelques années maintenant, bien poussé par un certain nombre de startups, d'InsurTech, mais également aussi les GAFA dont vous parliez en introduction, les assureurs ont quand même élevé leur niveau de jeu sur le digital. Ça a conduit l'ensemble des assureurs sur la place à lancer leurs propres expérimentations, leurs propres canaux digitaux, justement pour compléter leur palette de services.
Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que malgré tous ces efforts de développement sur le digital, on ne voit pas d'assureur qui ait un positionnement 100% digital. Le digital vient systématiquement compléter des canaux existants et vient s'intégrer comme un nouvel élément dans la relation client. On voit bien que certains acteurs peuvent avoir une très forte dominante digitale, mais complètent maintenant leur dispositif avec justement de l'humain, là où d'autres ont plutôt démarré sur beaucoup d'humains et complètent avec le digital. On pourrait prendre, à mon avis, deux exemples qui sont assez révélateurs du fait que sur le monde de l'assurance, on aura du mal à aller au 100% digital. Le premier, c'est sur le fait que maintenant, dans l'assurance santé, par exemple, l'ensemble des assureurs ont développé leurs propres applications avec comme vocation de mettre tout à disposition de leurs clients sur les remboursements, sur les services autour de la santé. Et pourtant, même si 90% des clients qui utilisent ces applis sont satisfaits, seuls 5% des clients les utilisent régulièrement, 30% les ont téléchargés. Ça, c'est une étude qui date d'il y a 2 ans. Ça a certainement un peu évolué, mais on voit bien qu'on est encore très loin du 100% digital. On peut prendre un autre exemple également, en complément du monde de l'assurance et qui rejoint justement l'univers des services, c'est la téléconsultation, qui est un des services qui est maintenant massivement proposé par les assureurs pour compléter leur offre d'assurance. Et ce qu'on peut voir, c'est que même pendant la période de pandémie, de Covid, de confinement qui a poussé l'utilisation, on a eu un grand pic dans l'utilisation de la téléconsultation qui est tout de suite retombé. Dès le mois de septembre 2020, après les périodes de confinement, on est revenu à un fonctionnement classique. Donc on peut voir que dans ce domaine, le monde de l'assurance n'arrive pas à aller vers du 100% digital. Certainement parce que les assureurs veulent conserver un peu de relations humaines pour incarner et mettre de l'empathie, comme vous l'expliquez. Certainement également parce que le métier est assez complexe. Expliquer la prise en charge d'un sinistre, expliquer comment les garanties peuvent s'appliquer, ça peut se faire en digital pour dans certains cas. Ça peut aussi nécessiter des explications de la part de spécialistes du sujet pour rassurer les clients. Donc le modèle 100% digital, j'y crois peu. Je pense que le marché de l'assurance y croit peu. En revanche, l'intégration du digital comme un canal complémentaire est effectivement un élément important et qui est une source d'opportunité pour les assureurs. Merci. Alors pour prolonger, Naufel, vous, votre sentiment, donc effectivement pas 100% digital, mais comment vous voyez l'articulation, la complémentarité des canaux ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais développer du coup effectivement ce que Paul a dit avec une vision qui est peut-être plus banque assureur que pur assureur, mais je pense que ce que je vais dire s'applique aussi. Je pense qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux de la relation client et pas forcément parler digital. Donc déjà, enfin en particulier pour nous, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Une relation client réussie, c'est une relation qui s'appuie sur 2 éléments fondamentaux qui sont la proximité et la confiance. Et c'est important dans une relation assurantielle, une relation bancaire, qu'il y ait ces 2 éléments. Alors le choix qu'on fait nous côté BPCE et dans lequel s'inscrit BPCE Assurance, il s'appuie sur 3 éléments, 3 facteurs de réussite. Le premier facteur de réussite et qui du coup invalide le 100% digital, le premier facteur de réussite, c'est qu'aujourd'hui la relation, elle s'appuie sur le conseiller clientèle. Le conseiller clientèle est garant de la relation de proximité et d'une relation dans la durée. Donc ça invalide le 100% digital et c'est pour nous le conseiller clientèle qui accompagne le client dans ses projets de vie. Alors ça pose la question ensuite effectivement de comment j'intègre du digital dans cette relation et on y reviendra peut-être plus tard. Le deuxième élément, et c'est là où effectivement le digital intervient soit en mode 100%, soit en mode mixte, c'est d'être dans une logique de banque accessible à 100%. Et la banque, elle est accessible à 100% sur les opérations quotidiennes. Et ça, on est vraiment là dans le digital pour pouvoir faire des virements, pouvoir faire des changements de bénéficiaires en assurance, pouvoir faire un versement complémentaire, pouvoir faire un arbitrage. Là, on est sur de l'opération quotidienne. Et donc là, effectivement, on est sur de l'opération qui est full digital, où on va simplifier au maximum et fluidifier le parcours de nos clients. Et puis, il y a aussi la banque qui est accessible pour les opérations de vie de nos clients,
faire du crédit, IMO, du crédit conso pour l'assurance, assurer ses biens, préparer sa retraite, préparer son épargne. Et là, la logique, c'est d'une capacité à combiner ce qu'on appelle le 100% digital self-care avec ce que j'appelle le contact humain, qu'il soit distanciel, et ça on a vu ces derniers mois que le contact distanciel a énormément évolué, et merci aussi au digital, ce qui a permis ça, mais on est quand même dans un contact, on va dire, de personne à personne, et puis conserver aussi le contact physique. Et le troisième élément de réussite, c'est le sujet de la personnalisation, personnaliser les solutions, personnaliser les parcours, et là effectivement on va s'appuyer sur le digital au sens large, c'est-à-dire sur de l'expérience client, sur de la data et sur de l'intelligence artificielle. Donc on voit bien, et nous notre conviction, côté BPCE en général et BPCE Assurance également, que le 100% digital, je pense que c'est pas... et puis même les acteurs n'ont pas fait énormément, les nouveaux acteurs n'ont pas fait énormément bouger les lignes de ce point de vue-là. On est plus, nous, dans une logique de relation mixte qui s'appuie sur les outils digitaux. Alors justement, ces outils digitaux, vous parliez de proximité, comment on peut aider les acteurs qui aujourd'hui vont être en contact avec les clients pour mobiliser finalement toute l'information qu'ils ont sur le client et pour qu'il soit plus pertinent, pour qu'ils évitent de dire ça c'est arrivé par notre canal, je ne suis pas au courant, etc. Ouais. Donc ça, c'est le sujet finalement de connaître nos clients. C'est sûr que aujourd'hui, il faut mieux connaître nos clients, mieux connaître leur parcours de vie, mieux connaître leur parcours contractuel. Élément important, c'est aussi connaître leur comportement lorsqu'ils interagissent avec nous. Ça, c'est un élément aussi important. Et de ce fait, mieux connaître finalement les attentes vis-à-vis de nous. C'est ce que j'appelle, moi, un peu connaître et reconnaître la singularité de nos clients. Et ça, c'est un élément important dans aussi bien qui ils sont que ce qu'ils font. Et pour cela, on a plusieurs leviers. Le premier, effectivement, c'est le levier autour du digital, de l'exploitation, de la connaissance, en fait, finalement, du client afin de lui répondre sur le fond, donc rendre le service. Et ensuite, l'autre élément qui est important, qui est aussi ce que j'appelle sur l'expérience client, sur la forme, c'est le ressenti du client dans le service qu'on lui rend et dans l'information qu'on lui donne. Et là aussi, dans les deux cas, on va exploiter les données de l'intelligence artificielle, on va exploiter la data en tant que telle pour ce que j'appelle l'expérience client sur le fond, donc rendre service, et puis ensuite on va exploiter plutôt les comportements, les interactions avec nos clients, et puis le bon niveau d'information pour fournir une expérience client sur la forme. Voilà. Et donc on va finalement être vraiment dans tout aujourd'hui ce qui fait le digital, ce qu'on appelle l'expérience client, la data et l'intelligence artificielle. Alors Sophie, c'est intéressant parce qu'on est en train de se dire on va utiliser la donnée pour créer de l'empathie. Alors comment on passe de la donnée qui paraît assez froide finalement à quelque chose qui doit remonter auprès du conseiller pour lui permettre de créer quelque chose de beaucoup plus humain? Bonne question. La donnée restera la donnée. Après, il y a différents types de données. Il va y avoir des données structurées qui, par essence, effectivement, vont être froides. Et puis, il y a tous les autres types de données dans lesquelles on peut commencer à les taper pour avoir un peu plus d'informations sur le client, son comportement, etc. etc. Je dirais de manière générale, pour venir un peu en arrière, nous-mêmes, on n'est pas assureurs, mais on a la chance de travailler avec une quarantaine de groupes d'assurance. Certains sont spécialisés sur des domaines bien précis, d'autres sont des généralistes ou adossés à des groupes bancaires, comme c'est le cas pour BPCE. Et finalement, quand on les voit aborder les sujets de data science, intelligence artificielle, autour du client, on les voit peut-être aller dans deux grandes directions. Il y a une première direction qui va plutôt être de sécuriser le client et d'améliorer son expérience. Et ça peut être à tout point de vue, que ça soit dans la prise initiale de relation, pour bien le comprendre, pour bien le connaître, pour lui faire la bonne offre, personnalisée ou en tout cas adossée à son propre profil. Et puis après, derrière, pour lui offrir aussi l'expérience la plus efficiente en matière de traitement de ces informations. Et là-dessus, un exemple qu'on a trouvé finalement intéressant, c'est que j'imagine qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas au 100% digital, c'est qu'il y a des personnes pour lesquelles l'accès au digital
ne sera pas une possibilité. Il y a des choses qui continueront, par exemple, à passer par de l'écrit. Nous, ce qu'on a vu faire, par exemple, du côté de chez Malakoff Médéric, qui est un de nos clients, c'est le fait d'utiliser toute la panel de possibilités de la data science pour pouvoir rendre efficace le traitement de toutes les remontées de demandes de remboursement client, quelle que soit leur forme. Qu'elles passent par du pur digital, ce qui rend effectivement la chose plus simple, mais aussi en utilisant du manuscrit. Et comment est-ce que même en gardant ouvert le canal manuscrit, j'arrive à rendre ma chaîne opérationnelle efficace pour que du coup, ce client-là ne soit pas discriminé et qui continue finalement à être un client à la fois intéressant pour l'assureur, mais aussi qui continue à avoir le meilleur parcours. Donc l'usage de la data et de la data science, on la voit vraiment sur cette partie-là. Le deuxième axe qui est intéressant, c'est du côté de l'assureur, sur comment est-ce que je fais pour développer mon client, notamment chez les assureurs généralistes qui vont avoir finalement plein de lignes de produits différentes. Comment est-ce que je vais faire pour pousser la bonne communication au bon endroit, au bon moment? Donc ça va être par des problématiques de parcours de vie, mais ça peut être aussi tout simplement parce que je vais pouvoir utiliser du multicanal dans ma communication, comprendre si je dois plutôt engager par mail, aller faire du push sur un site internet, etc. etc. De ce point de vue-là, on a vu des choses très intéressantes se faire du côté d'Aviva, qui est un acteur, on va dire, qui est le fruit en plus de ça de pas mal d'efforts de consolidation et qui du coup avait aussi beaucoup de données très morcelées. C'est assez rare d'avoir un champ de données pur et parfait. Et donc le fait de pouvoir réconcilier la vision à 360 degrés du client, de pouvoir la prendre et du coup de pouvoir intégrer ça dans leurs canaux de communication, ça a fait partie des choses qui leur ont permis d'aller plus loin dans le fait d'élargir tout simplement le mix produit. Donc ça, cet usage de la data, qui derrière va se traduire avec un rapport digital ou non, me semble intéressant. Je dirais le dernier point qui, côté data, en tout cas dans les nouveaux usages, me semble assez pertinent, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui on a une clientèle qui est de plus en plus en demande d'un rapport à la prise en compte de sujets autour de la durabilité dans leur approche. Ça représente plein de nouveaux risques. Et en fait, ces risques-là ne pourront être pris en compte que parce qu'on va avoir la bonne data et qu'on va la réconcilier dans des modèles de pricing, dans des modèles de compréhension du client. De la même façon, là-dessus, on a vu des choses extrêmement intéressantes se faire sur, par exemple, comment j'utilise de l'imagerie satellite pour anticiper les risques de sécheresse, d'exposition sur des parcs de maisons et donc du coup offrir une police d'assurance qui soit de la bonne qualité, mais aussi offrir un conseil probablement en amont pour éviter du sinistre dans un deuxième temps. Donc ça, c'est un peu pour vous dresser le portrait, on va dire, de tout le champ de la data. C'est pas une baguette magique, hein, ça veut pas dire que c'est simple, mais alors c'est sûr que de s'en passer, c'est passer à côté de tout ce qui va permettre d'évoluer et de s'adapter à tous les usages nécessaires du côté de l'assureur. Alors bien sûr, quand on parle de la data, il y a quelques limites qu'il faut tracer, et notamment il y a la perception du client, c'est-à-dire la question de l'éthique et la question de l'image. C'est-à-dire un client peut être content qu'on personnalise la relation, mais il y a une notion de qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce qui est acceptable par le client. Je ne sais pas si peut-être j'interroge Paul sur le sujet. C'est vrai que les assurés, finalement, attendent des assureurs une utilisation en toute confiance de leurs données. Je pense que le terme confiance est assez important sur ce critère, c'est que l'assuré ne souhaite pas que ces données qui concernent généralement leur vie privée, leur santé, leur habitation, donc des domaines assez intimes, soient finalement utilisés à des fins commerciales ou autres, mais en tout cas à mauvais escient. Et c'est vrai que la combinaison du digital qui finalement permet de capter, d'enregistrer, de traiter des données, et de l'humain qui permet de les restituer aux assurés au bon moment, et certainement aussi au bon moment, et puis dans un contexte personnalisé qui va permettre d'apporter un bon service aux assurés est primordial. Mais pour ça, c'est vrai que les assureurs doivent faire face à certaines difficultés. Je pense que la première, c'est que les assureurs sont toujours attendus sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la gestion des sinistres, notamment, en tout cas toute la gestion du monde d'assurance. Et tant que le service n'est pas rendu à un bon niveau, on peut leur pousser tous les services qu'on veut en addition. Les assurés ne sont pas prêts à les entendre. Et donc, il faut que les assureurs arrivent à trouver le bon équilibre entre je continue à faire mon métier de base qui est la gestion des sinistres, la gestion de la relation client, et j'apporte des nouveaux services qui sont finalement différenciants par rapport au secteur.
les assureurs sont aussi confrontés à un autre problème, c'est que leurs frais de gestion notamment sont scrutés de près par les régulateurs, par le gouvernement. On en entend régulièrement parler aux infos. Tous les ans, le sujet revient sur la table. Et c'est là où le digital peut justement apporter une aide aux assureurs pour enlever des tâches qui étaient jusqu'alors faites par des collaborateurs, des gestionnaires, et leur permettre à ces mêmes gestionnaires d'aller petit à petit vers la mise en avant de services différenciants. Et là, je vais reprendre ma casquette en tant qu'éditeur de solutions. On a aussi notre rôle à jouer, justement pour faire en sorte qu'un certain nombre de tâches qui étaient jusqu'alors réalisées par les gestionnaires soient faites de manière digitale, en automatique, pour libérer du temps et aller pousser des services. Donc on peut, je voudrais citer deux ou trois exemples. Le premier, c'est le fait d'avoir des SI performants qui permettent d'automatiser un certain nombre d'actions de plus en plus, là où jusqu'à maintenant c'était traité manuel. Donc on voit des solutions de place qui se mettent en place, comme le traitement de la DSN, où on récolte des informations. Plus on arrive à l'exploiter de manière automatique, moins les gestionnaires d'assurance sont sollicités sur ces sujets-là et peuvent aller proposer des services. Un autre sujet qui nous est cher chez Cleva, c'est de mettre en place des partenariats entre notre logiciel et justement des InsurTech pour aller pousser des services différenciants. Ça peut être des services pour faciliter les remboursements sur le monde de la santé. On a développé un partenariat par exemple avec MoneyTrack qui nous permet de traiter le remboursement en direct et ainsi d'avoir des gestionnaires qui sont disponibles chez les assureurs pour aller exploiter les datas disponibles pour aller pousser des services différenciants. Et on voit que justement cette cohabitation et ces partenariats qui existent entre les assureurs, les éditeurs de solutions et maintenant les InsurTech aussi peuvent permettre d'exploiter pleinement la data et d'aller pousser des services différenciants en jouant toujours sur la confiance et la relation personnalisée. Peut-être en petit complément, ce que tu indiquais, Paul, c'est en disant que finalement la relation ne se fait qu'au moment du sinistre. Ça, c'est vrai pour l'assurance de biens. En assurance vie, retraite, c'est pas le cas, puisque là, évidemment, on a une vie du contrat et donc on a évidemment des interactions possibles avec nos clients tout le long du contrat. Alors évidemment, après, il y a ce qu'on appelle nous processus de succession, hein, ou de rachat aussi, hein, qui sont des éléments d'interaction et de relation particuliers. Mais effectivement, il y a le volet assurance de biens où le gros de la relation se fait, en tout cas les attentes clients se font au moment du sinistre, quoique il y a aujourd'hui, ce qui était évoqué tout à l'heure, en utilisant par exemple la géomatique, etc., pouvoir prévenir, informer des clients sur des risques sinistres, pour adapter demain aussi des polices d'assurance en fonction d'éléments géographiques, sont aussi des éléments qui sont dans la vie du contrat et pour lesquels, pour le coup, là c'est vraiment un apport du digital au sens large, mais néanmoins dans l'assurance vie et dans la retraite, là c'est une histoire qui est un petit peu différente. La relation s'établit dès le début. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de démarches donc à la fois client-centric et puis sur lesquelles on regarde l'expérience client de bout en bout, sur lesquelles on voit des événements qu'on exploitait peut-être moins avant l'ère du digital parce qu'on attend, finalement on était en agence et si le client ne venait pas à nous c'était peut-être plus difficile. Aujourd'hui on a un champ d'exploration qui est plus important. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ces différents moments. J'ai quand même une question pour Sophie qui me tarote, c'est le sujet de la data. C'est-à-dire finalement, vous avez d'un côté un client assureur qui va vous dire je veux exploiter la donnée au maximum, et puis quand même vous avez un certain nombre de contraintes à gérer par rapport à ça, parce que le régulateur vous autorise pas à tout faire. Alors quel est un petit peu le champ de possible que vous avez le droit d'explorer pour qu'on puisse aller vers des modèles où on exploite des moments de vie? Alors nous, dans notre positionnement, finalement, ce choix-là, il va être fait par le client, parce que l'outil technologique qu'on met à disposition, il est pris en charge par le client en tant que tel. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a le luxe de travailler à un niveau global, donc de voir des comportements dans différents pays. Et très clairement, le rapport à la data personnelle est très différent d'une géographie à une autre. Quand je vois ce que mes collègues américains font, les questions qu'on peut se poser, avec, notamment du côté de l'industrie pharmaceutique, avec un accès à une typologie de data, c'est juste des choses inenvisageables d'un point de vue européen. Et donc déjà, il y a un rapport un peu, je pense, régional de relation à ce qu'on considère de la sphère privée, de la sphère publique, de ce qui est acceptable ou pas, et de ce qui est du coup attendu ou pas de la part de son prestataire.
La deuxième chose, c'est très clairement au niveau de l'Union européenne, les choses, elles sont en train de bouger. On a eu RGPD avant. Le corollaire de RGPD, c'est qu'il y a une réglementation sur le machine learning qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle l'EUAI Act. C'est pas très sympa comme nom, parce que c'est vraiment dur à prononcer, mais alors dans toutes les langues. Ce qui est intéressant, en tout cas, quand on lit la réglementation, c'est que finalement, le régulateur se pose la question de l'équité de l'accès à ce qui est considéré presque comme du service public. Et en fait, l'assurance, c'est un service public. C'est un service fondamental, parce que c'est un service qui régit, quand je dis service public, c'est dans le sens où ça correspond à quelque chose qui est du ressort de la protection et du ressort de quelque chose d'extrêmement important pour ensuite avoir accès à des prêts, accès à de la couverture, etc., etc. Les notions d'explicabilité, la notion aussi de venir classer l'usage de l'IA en fonction de son impact sur l'ensemble des citoyens, elle est fondamentale dans cette réglementation-là, qui sera parfaite et imparfaite comme 100% des réglementations européennes, qui sera traduite ensuite par le régulateur, aucune idée de ce que ça va donner, mais je pense que ça va venir montrer en fait la conscience que peut avoir différents types d'usages du digital là-dedans. Quand on vient utiliser du digital pour mieux pousser une publicité à quelqu'un, l'enjeu derrière, il est quand même très différent de l'usage du digital pour finalement venir qualifier ou non un risque et qualifier ou non un accès à une typologie de service. Donc, pour nous, ce qui est fondamental dans la conception de notre plateforme, c'est de faire en sorte que la confiance, l'explicabilité, ça soit au cœur, et aussi de permettre de faciliter sa prise en compte de ces nouveaux types d'impact quand on vient se poser la question sur aujourd'hui, finalement, je fais un modèle, je le fais pourquoi, quel va être l'impact derrière, comment est-ce que je m'assure qu'un conseiller qui demain va utiliser en fait un score qui va sortir d'un algorithme, il puisse être compris. Parce que si demain j'ai un assuré qui finalement se retrouve avec une prime de risque qui change, est-ce que je suis en mesure de venir lui expliquer? Et ça va être une attente du régulateur, ça va être une attente du professionnel qui va travailler chez vous, et puis fondamentalement, je pense que ça va juste être une attente de nous tous en fait. Alors peut-être, je pense que le maître mot, c'est la notion de consentement. On ne peut pas, aujourd'hui la philosophie c'est qu'effectivement un client, et c'est d'ailleurs je pense que ça concerne même pas que maintenant le monde bancaire, on voit que c'est un mouvement global où on souhaite, le client il souhaite, les citoyens souhaitent être sollicités uniquement, s'ils veulent être sollicités et pas sollicités, un peu par tout un chacun qui a eu accès à ces données sans qu'il le sache. Donc il faut que le client soit maître de ces données et qu'il donne son consentement. Et c'est vrai que là, je pense que peut-être la législation américaine et les acteurs américains nous ont fait beaucoup de tort, parce que en fait aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est d'aller expliquer, afin d'obtenir le consentement, d'aller expliquer au client l'intérêt qu'il a à ce qu'on puisse exploiter ces données. Il y a un réel intérêt. L'objectif, c'est de rendre service à nos clients, d'apporter le bon conseil, le bon éclairage par rapport à une problématique qu'il a à un instant T. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, je pense que les usages qu'il y a eu de la data de manière assez un peu aléatoire et désordonnée nous font du tort aujourd'hui. Ça nous fait du tort aujourd'hui pour aller expliquer que l'on souhaite exploiter la data. Et donc il y a cet exercice pédagogique qui est à faire, mais avec une finalité qui est le consentement du client. C'est-à-dire que, à la limite, si le client a donné son consentement pour que la donnée soit exploitée ici ou là, c'est plus un sujet. Mais fondamentalement, le maître mot, c'est le consentement. Et un dernier point, en tout cas, pour finir là-dessus, c'est que finalement, donc, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui par certains, de nouveau, peut être considéré des fois comme étant un peu contraignant, finalement, c'est en train de faire jurisprudence sur le reste du monde. C'est ce qui s'est passé sur les services financiers. Dans les services financiers, pendant la crise, c'est l'Europe qui a réagi. Et en fait, bon an, mal an, tout le monde finit par s'aligner un peu dessus. Tout le monde regarde l'Europe. RGPD, on est le seul pays, on est le seul endroit où ça s'est fait. Le Canada est en train de s'aligner dessus. La plupart des autres pays sont en train de regarder, et même les États-Unis sont en train de bouger. Et en fait, sur la réglementation de l'IA, c'est exactement la même chose. C'est le premier endroit sur lequel il va y avoir quelque chose de contraignant qui va se mettre en place, mais tous les autres pays regardent d'une forme ou d'une autre. Les États-Unis, il y a pas mal de choses qui bougent. Aussi avec ce côté protection du consommateur final qui est bien présent. Le Canada a une réglementation qui sort, Singapour a un framework, l'Australie a un framework. Et donc, je pense qu'on a aussi une opportunité, quelque part, dans toutes ces réflexions-là, pour le faire bien. En fait, tout bêtement. Un digital éthique. Et du digital éthique, du digital qui a le bon impact, et en fait du digital qui reste inclusif et qui est utilisé de la bonne façon pour que ça devienne être un renforcement des différents canaux que vous décriviez avant.
Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on regarde un petit peu les nouveaux paradigmes qu'on peut explorer, parce que finalement, on identifie des moments de vie, on peut aller proposer aux clients, on en a ébauché quelques éléments, donc il y a les éléments de productivité, il y a les éléments de service additionnels qu'on peut offrir. Donc, il y a le sujet éthique quand même, parce qu'effectivement, le client, il souscrit un produit, après on lui offre, on arrive avec un panel de bouquets de services qui ont des fois plus grand chose à voir avec l'assurance, donc il peut se sentir perdu, donc il y a le sujet du consentement. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui marche bien? Alors c'est vrai que les services aujourd'hui prennent une place assez importante. L'assureur n'est plus juste un payeur, hein, il est là pour accompagner le client. Qu'est-ce que vous voyez comme, Paul ou Nofel, qu'est-ce que vous voyez comme expérimentation qui fait un petit peu date et qui montre des choses qui marchent? Alors, je vais reprendre mon ancienne casquette avant d'être directeur des opérations chez Cleva, peut-être ma partie directeur des opérations santé prévoyant chez Covea. C'est vrai que dans cette partie relation mixte, on avait trouvé des dispositifs qui se combinaient bien pour accompagner les clients. Notamment, vous savez que sur l'assurance santé, on reçoit maintenant, je crois que c'est 90% des demandes de remboursement qui se font en automatique et où finalement on ne sait plus, on ne voit plus, on n'a plus besoin d'aller solliciter son assureur. Mais tous ces 90% de demandes de remboursement, ça génère de la data chez les assureurs qui permettent d'exploiter, qu'on peut exploiter sous réserve d'avoir le consentement et de respecter un certain nombre de normes, au profit de l'assuré et également globalement au profit un peu de la nation, parce qu'on peut lancer des opérations de prévention qui permettent de maîtriser les dépenses de santé en France. Et donc chez Covea, sans aller jusqu'à une maîtrise totale des dépenses de santé françaises du fait de Covea, on avait quand même mis en place des parcours de soins pour nos assurés en fonction des rendez-vous médicaux qu'ils avaient eus ou qu'ils n'avaient pas eu. On pouvait justement les contacter. Et donc c'est là où l'humain vient compléter le digital. On pouvait les contacter pour faire de la prévention, pour les orienter vers tel ou tel professionnel de santé, leur apporter des conseils. Le citoyen lambda est quand même rapidement perdu dans le système de santé français avec le régime obligatoire et les régimes complémentaires. Savoir vers quel professionnel aller, comment gérer les dépassements d'honoraires et toutes ces informations. Et donc, justement, le fait d'avoir ce mix entre le digital et les gestionnaires permettait d'aller pousser de la prévention, des services, et c'est là où aussi on peut revenir sur la téléconsultation que j'évoquais tout à l'heure, la combinatoire entre du digital pour étudier les symptômes des assurés et ensuite pouvoir les orienter vers tel ou tel professionnel est un élément tout à fait intéressant et qui commence à se développer. Le prérequis, c'est d'avoir du temps dans les équipes de gestion justement pour aller se développer sur ces activités de prévention ou de services additionnels, ce qui nécessite d'avoir pu justement libérer de l'activité ou automatiser un certain nombre d'actions au préalable. Donc voilà des actions qui avaient été menées chez Covea, et ce qu'on pouvait noter, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait à pousser justement des actions de prévention ou des services au bon moment, on ressortait avec des indicateurs de satisfaction client qui frisaient le 10 sur 10, et donc ça montrait bien qu'il y avait des attentes là-dessus de la part des clients et qu'une bonne exploitation de la data, un bon mix sur le digital permettait d'aboutir à des scores de satisfaction client très bons, et donc jouer sur la rétention des clients pour l'assureur, qui est quand même une des finalités. Nofel, en fait, finalement, même question, au sein du groupe BPCE, est-ce que vous avez des expérimentations un peu notables? Oui, enfin, pas que des expérimentations. En fait, on a bon, pas mal de sujets. Si on regarde sur l'IRD, ça a été voilà, un effort de digitalisation de nos processus, tant sur la partie, on va dire, souscription que sur la partie sinistre. Sur la partie souscription, tout à l'heure, je disais qu'il faut que le digital puisse se combiner avec le contact humain. Il n'empêche que si un client souhaite souscrire, assurer un bien parce qu'il est digital native et qu'il souhaite le faire en full digital, il peut le faire. Et le client, comme on l'évoquait, tout le monde n'est pas digital. Le client qui souhaite éventuellement un peu, je dirais, comme avant, avoir un devis et puis ensuite avoir un contact, là, il faut qu'il y ait un processus qui soit fluide.
c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse aller soit contacter son conseiller, soit aller faire un devis et être rappelé assez rapidement, avoir les possibilités d'être rappelé. Voilà, on a les logiques de prise de rendez-vous, etc. Donc ça, ce sont des efforts, c'est des travaux qu'on a menés, et aujourd'hui on a une plateforme digitale qui répond à cette logique du finalement, ceux qui veulent faire du 100% digital, ils le peuvent, et puis ceux qui souhaitent toujours avoir cette relation de proximité avec leurs conseillers le peuvent. Sur la partie sinistre, je pense que voilà, on a une actualité assez riche ces dernières années, puisqu'on a mis en place une nouvelle plateforme qui a reçu voilà, quelques prix autour justement donc c'est la plateforme qui s'appelle TechCare, qui nous permet de déclarer et de suivre des sinistres de manière complètement digitale, de pouvoir prendre en photo son véhicule et puis de le transmettre à un expert, ce qui évite les immobilisations de véhicules, par exemple. Et puis tout à l'heure, sur la session précédente, on évoquait le sujet de l'instant payment. On a mis en place l'instant payment pour indemniser nos clients, et donc on passe de 3-4 jours pour régler un sinistre à quelque chose qui est de l'ordre de quelques minutes. Donc en fait, c'est intégrer le digital dans nos différents processus pour amener une meilleure expérience client sur la forme et sur le fond, sur on va dire l'épargne. Bon, on n'avait pas forcément évoqué le sujet, mais on a mis en place maintenant il y a quelques temps cette logique de robot advisor pour apporter le meilleur conseil à nos clients, et on va intégrer, je pense qu'il y a une session après sur la finance durable, les logiques de finance durable aussi dans ce robot advisor. Donc là on est vraiment sur la data, l'intelligence artificielle dans le grand sens de ce que ça peut être. Donc ça on le met en place pour nos clients et pour faciliter aussi, parce que je pense qu'il faut insister, c'est faciliter, simplifier la vie de nos conseillers. Et ça, ce type d'outil-là, au-delà de simplifier aussi le parcours client, il simplifie aussi le parcours de nos conseillers. Et puis après, sur l'assurance vie, sur la retraite, c'est aussi venir au meilleur standard en termes de parcours et mettre à disposition sur de self-care des capacités à faire des versements complémentaires, à faire des arbitrages, en conservant, et ça toujours cette logique de devoir de conseil, c'est-à-dire que si au moment où vous faites un versement ou un arbitrage, vous avez une déformation de risque de votre contrat, notre responsabilité, nous en tant qu'assureurs, c'est de vous le signifier. C'est pas de vous bloquer, c'est de vous le signifier et éventuellement de vous rediriger, de vous permettre d'être redirigé vers un conseiller. Donc c'est ça la relation mixte, c'est pouvoir exploiter le digital de manière intelligente pour le bénéfice de nos clients. Et je vais m'arrêter là, puisqu'on nous dit qu'il faut arrêter. On nous dit que c'est terminé. Je vous remercie. Merci à vous trois de cet échange. Merci. Et merci à tous. Merci.